Je sentis le métal froid du couteau s'enfoncer dans mes entrailles, une douleur si vive qu'elle me coupa le souffle, comme si le monde entier se contractait en un point unique de feu liquide. Les yeux de mon frère de cœur, Pierre, scintillaient d'une lueur triomphante, presque animale, tandis qu'il murmurait d'une voix suave, « C'est terminé, Alexandre. Tu n'as rien vu venir, n'est-ce pas ?» Et puis, le vide absolu, un abîme sans fond où mes cris se noyaient, jusqu'à ce que je m'éveille en sursaut, le cœur cognant contre mes côtes comme un marteau-piqueur, dans le lit étroit de mon appartement parisien d'il y a 5 ans, l'air chargé de l'odeur familière du café brûlé et de la Seine en crue au loin. Ce n'était pas un rêve. Non, c'était bien pire, une seconde chance, ou plutôt une malédiction déguisée en miracle. J'avais 32 ans la nuit de ma mort, un cadre ambitieux dans une banque d'investissement du boulevard Haussmann, entouré d'amis que je croyais fidèles, d'une amante qui jurait m'aimer jusqu'à la folie, et d'un père qui, de son golf de Neuilly, feignait l'indifférence pour masquer sa honte d'avoir un fils, sans ambition. Mais ils m'avaient tous trahi. Pierre, mon associé et confident, avait orchestré le vol qui m'avait coûté ma carrière, Élise, ma fiancée, avait vendu les secrets pour un chèque à 7 0, et mon propre sang, mon cousin Laurent, avait falsifié les preuves pour me faire accuser d'escroquerie, me laissant crever dans une ruelle sombre près de la Bastille, un suicide maquillé en accident pour les journaux. Je me redressai d'un bond, les draps trempés de sueur collant à ma peau. La date sur mon téléphone, un vieux Nokia indémodé, confirmait l'impossible, 15 juin 2020. 5 ans en arrière, juste avant que la pandémie ne frappe et ne serve de voile parfait à leur manigance. Mes mains tremblaient en effleurant mon ventre, pas de cicatrices, pas de sang. J'étais entier, vivant, et cette fois, je ne serais pas l'agneau sacrifié sur l'autel de leur cupidité. La vengeance couvait en moi comme un feu souterrain, prête à consumer Paris tout entier si nécessaire. Mais où commencer? Par qui frapper en premier? Et surtout, comment transformer cette rage en un scalpel précis, sans me perdre dans le chaos? Les jours suivants furent un tourbillon de désorientation et de planification frénétique. Paris, cette ville que j'aimais pour ses boulevards haussmanniens impeccables et ses bistrots enfumés, me semblait maintenant un labyrinthe de trahisons potentielles. Je me promenais le long de la Seine, observant les touristes masqués qui ignoraient encore la tempête à venir, et je revivais chaque instant de ma vie précédente. J'avais tout sacrifié pour eux, mes nuits blanches à négocier des fusions-acquisitions, mes rêves d'écriture abandonnés pour un manuscrit inachevé sur les ombres de la finance. En échange, Pierre m'avait poignardé littéralement après avoir détourné 2 millions d'euros de notre fonds commun, me laissant comme bouc émissaire. Élise, avec son sourire carnassier et ses robes Chanel volées à ma carte, avait couché avec Laurent pour sceller le pacte, un trio infernal qui avait ri de ma naïveté autour d'un verre de Sancerre chez l'ami Louis. Mais il y avait plus sombre, un secret que même dans ma mort, je n'avais pas pleinement saisi. Lors de mes derniers instants, alors que le sang se répandait sur les pavés humides, Pierre avait laissé échapper un aveu, « C'était pour ton bien, Alex. Ton père savait tout. Il a payé pour que ça arrive. » Mon père? L'homme qui, lors de nos rares dîners chez Lip, me sermonnait sur mon « manque de réseau », tout en vantant ses parties de golf avec des sénateurs? Non, impossible. Pourtant, les pièces du puzzle s'assemblaient, les appels anonymes que j'avais ignorés, les retraits suspects sur son compte, le silence assourdissant après mon « suicide ». Il m'avait vendu pour protéger sa réputation, pour effacer la tâche que j'étais à ses yeux, un fils qui, au lieu de suivre ses traces dans l'immobilier cossu de Neuilly, avait osé rêver d'indépendance. Je décidai de commencer par Pierre. Il était le pivot, le serpent venimeux au cœur de tout. Dans cette vie, il était encore mon colocataire occasionnel dans notre loft du Marais, un espace minimaliste rempli de vinyles de Brassens et de bouteilles de cognac entamées. Je l'observais à la dérobée lors de nos soirées arrosées, notant chaque tic, la façon dont ses doigts pianotaient nerveusement quand il mentait sur ses « rendez-vous clients », le regard fuyant quand il évoquait notre futur fonds d'investissement. J'accélérais les choses, le poussant à accélérer le lancement de notre projet fictif, Éclat Capital. « Alex, t'es un génie », me lança-t-il un soir, les yeux brillants d'avidité, en trinquant à notre succès imminent. Si seulement il savait que je connaissais déjà le script, comment il allait siphonner les fonds via des comptes offshore au Caïmans, me laissant avec les dettes et les soupçons. Pour le piéger, je dus prendre une décision qui me rongeait l'âme, impliquer une innocente. Sophie, une jeune analyste stagiaire à la banque, aux cheveux châtains en cascade et au rire contagieux qui m'avait fait oublier Élise l'espace d'un été. Dans ma vie précédente, je l'avais ignorée, trop absorbé par ma chute. Cette fois, je l'approchai, feignant l'intérêt professionnel. « Aidez-moi à auditer les flux de Pierre », lui murmurai-je lors d'un café au Flore.
Ses yeux s'écarquillèrent, mais c'est risqué, Alexandre. S'il la prend. Risqué? C'était un pari sur l'honneur d'une femme que je n'avais pas encore gagnée, et qui pourrait la détruire si les choses tournaient mal. Était-ce de la vengeance ou déjà une souillure sur mon âme ressuscitée? Je la convainquis, lui promettant protection à un mensonge que je regrettais déjà. Les semaines passèrent en un balai de mensonges et de surveillance. Paris, sous le ciel plombé de l'été 2020, devenait mon terrain de chasse. Je hackais illégalement, bien sûr l'émail de pierre via un logiciel basique acheté sur le dark web, découvrant les premiers transferts, 50 000 € vers une société écran à Luxembourg. Mon cœur se serra, c'était identique à avant, mot pour mot. Mais cette fois, je contournais, j'alertais discrètement la cellule anti-blanchiment de la banque, anonymement, en plantant des indices qui pointaient vers Laurent plutôt que moi. Mon cousin, ce notaire empoulé de la rue de Rivoli, avec ses costumes sur mesure et son air de faux jeton, allait payer pour sa cupidité patrimoniale. La première fissure apparut lors d'un dîner chez nous. Élise était là, radieuse dans une robe rouge sang, ses lèvres peintes comme une invitation au péché. Elle posa sa main sur la cuisse de Pierre sous la table, je le vis, clair comme le jour, grâce à la mémoire de ma vie brisée. Alex, chéri, tu sembles distant ces temps-ci, roucoula-t-elle, ses yeux versant dans les miens comme pour y déceler une faiblesse. Je souris, un sourire de prédateur que je n'avais jamais osé avant. Juste fatigué par le travail, ma belle. Mais bientôt, tout changera. Pierre ricana, inconscient du piège. Ce soir-là, après leur départ titubant vers la chambre d'Élise, je les suivis mentalement, revivant l'humiliation, je rédigeai une lettre anonyme à mon père. Pas d'accusation directe, juste des allusions, votre fils c'est pour les golfs et les dettes cachées. Le 15 juillet approche. Le 15 juillet 2020, jour saint en France, devint mon jour maudit. Pierre organisa une fête de lancement dans un bar branché du 11e arrondissement, le Marie Céleste, avec champagne coulant à flot et investisseurs triés sur le volet. J'y allais armé de dossiers falsifiés ou une ironie, puisque j'avais été victime de cela. Sophie, nerveuse mais résolue, avait compilé les preuves, relevés bancaires truqués, mailles codées. Quand les flics débarquèrent, sirène hurlante dans la nuit moite, Pierre blêmit, son verre se brisant au sol comme son empire naissant. Alex? Qu'est-ce que, balbutia-t-il, les menottes cliquetant à ses poignets. Élise hurla, son maquillage coulant en traînées noires, accusant la jalousie, ironie du sort. Mais ce n'était que le début. Laurent, alerté par l'article du Figaro le lendemain, escroquerie au cœur de la finance parisienne, m'appela frénétiquement. Cousin, c'est un malentendu. Viens à mon bureau, on règle ça en famille. Sa voix suave masquait la panique, je l'entendais presque suer à grosses gouttes. Je m'y rendis, le cœur battant d'une excitation malsaine. Son cabinet, avec ses boiseries sombres et ses tableaux de la Révolution, puait le mensonge. Pierre a tout avoué, mentis-je, posant les faux dossiers sur son bureau. Il t'implique, Laurent. Les transferts vers tes comptes familiaux. Ses yeux s'écarquillèrent, ce masque de respectabilité se fissurant. Tu bluffes. Ton père ne laisserait jamais. Je l'interrompis d'un rire froid. Père? Il est le suivant sur la liste. Il a payé pour ma mort, souviens-toi? Ou plutôt, pour la tienne, cette fois. La confrontation avec mon père fut le clou du spectacle, un opéra tragique dans le salon de sa villa de Neuilly, avec vue sur le bois de Boulogne. Il était là, club de golf en main, simulant un swing paresseux devant ses trophées. Alexandre, fiston, qu'est-ce qui t'amène? Toujours ce fond ridicule. Son ton paternaliste me donna la nausée. Je balançai les preuves, enregistrements volés de Pierre, où il mentionnait les pots de vin de père pour couvrir les dettes de la famille, issues d'un investissement raté en immobilier post-crise. Tu m'as sacrifié pour tes parties de golf et tes maîtresses, crachai-je. Il pâlit, le club tombant au sol avec un bruit mat, c'était pour te protéger. Tu étais faible, Alex. Il t'aurait ruiné de toute façon. Faible? Ce mot alluma la mèche. Dans un élan que je regretterais peut-être, je saisis le club et le fracassai contre une vitrine de porcelaine de Limoges, les éclats volant comme des confettis sanglants. Protégé? Tu m'as tué, hurlai-je, la voix brisée par 5 ans de rage accumulée. Il recula, le visage déformé par la peur. Pour la première fois, je vis l'homme derrière le masque, un vieillard terrifié par ses propres ombres. La police arriva, appelée par les domestiques, pas pour m'arrêter, mais pour l'embarquer lui,
sur base de mes preuves irréfutables. Élise, en cavale, tenta un dernier coup, un mail désespéré, implorant mon pardon, promettant un enfant à un mensonge, je le savais. Je l'ignorais, la laissant pourrir dans l'oubli. Pourtant, au milieu de ce chaos jubilatoire, Sophie me confronta. « Alexandre, qu'as-tu fait ? Ces preuves. Tu les as manipulées. Et moi ? Je suis complice maintenant. » Ses yeux, autrefois pétillants, étaient voilés de doute. J'avais franchi la ligne, transformant ma vengeance en un cycle de destruction qui la salissait elle aussi. Était-ce justice, ou juste une nouvelle trahison ? Paris, maudite et belle, semblait se moquer de moi sous la pluie d'où, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un œil moqueur. Le twist vint comme un coup de poignard inattendu, lors de ma propre enquête finale. En fouillant les archives familiales ou des lettres jaunies dans le grenier de Neuilly, je découvris le secret ultime, ma mort n'était pas seulement pour l'argent. Mon père avait un fils illégitime, un demi-frère que j'ignorais, élevé en secret à Lyon, et qui était Pierre. Mon meilleur ami était mon sang, le bâtard que père avait protégé en me sacrifiant. Pierre, apprenant cela lors de son interrogatoire, éclata d'un rire hystérique au téléphone. « Frère, on est pareil. La trahison coule dans nos veines. » Cette révélation me brisa. Ma vengeance, si méticuleusement ourdie, n'était qu'un écho de la leur. Je libérai les preuves restantes à la presse, un leak massif via un journaliste du Monde que j'avais contacté. Scandale national, la finance française ébranlée, mon père ruiné, en tôle pour fraude et complicité de meurtre, car oui, mon suicide fut requalifié. Pierre et Laurent pourrissaient déjà à Fresnes, Élise disparue en Espagne, poursuivie par Interpol. Mais pour moi ? Sophie partit, me laissant une lettre, « Tu as gagné, mais à quel prix ?» Je restai seul dans mon loft, le manuscrit inachevé ouvert sur la table, les mots dansant sous la lampe. Était-ce une fin heureuse, cette solitude vengeresse ? Ou une bille cassée Hmi, où le ressuscité porte désormais le fardeau des damnés ? Paris murmura sa réponse dans le vent, la vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Les mois suivants furent un purgatoire masqué en triomphe. Paris, ville des lumières éternelles, me semblait maintenant un théâtre d'ombre où chaque passant pouvait être un fantôme de mon passé. J'avais gagné la guerre, mais les batailles intimes me hantaient. Les journaux titraient encore sur « L'affaire éclat », avec ma photo au celle d'un jeune loup de la finance, cheveux gominés, sourire conquérant placardé partout, de Libération à France Inter. Mon père, du fond de sa cellule à la santé, m'envoya une lettre « Tu as détruit la famille, Alexandre. Mais souviens-toi, le sang appelle le sang. » Je la brûlai dans l'évier, les flammes léchant le papier comme une absolution ratée. Pourtant, la soif de vengeance n'était pas étanchée. Il y avait un loose end, un fil pendulant que je n'avais pas tranché, le réseau plus large. Pierre n'avait pas agi seul, derrière lui se dressait une toile d'araignée de politiciens et de banquiers véreux, des amis, de pères qui avaient fermé les yeux sur les malversations pour un pourboire. Le plus sinistre était le député Duval, un quinquagénaire bedonnant au sourire huileux, élu du 16e arrondissement, qui avait validé les subventions fictives pour notre fonds en échange de conseils immobiliers. Dans ma vie précédente, il avait témoigné contre moi au procès, jurant sur l'honneur que j'étais un fraudeur notoire. Cette fois, je le traquerai. Je m'infiltrai dans son cercle via un gala de charité au Palais Garnier, un événement où les élites parisiennes se pavanaient en smoking et robes de couturiers italiens. J'y allais seul, vêtu d'un tuxedo prêté par un tailleur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, mon reflet dans le miroir me renvoyant un stranger, les yeux creusés par l'insomnie, une barbe naissante accentuant la dureté de ma mâchoire. Sophie m'avait quitté depuis 3 semaines, emportant avec elle le dernier vestige de normalité. « Trouve la paix, Alex », avait-elle écrit. La paix ? C'était un luxe pour les vivants ordinaires. Au gala, l'air embaumait le parfum Chanel et le caviar Beluga. Duval était là, entouré de courtisanes en perles et de journalistes avides. Je m'approchai, champagne en main, feignant l'admiration. « Monsieur le député, votre discours sur la transparence financière était inspirant. Surtout après l'affaire éclat. » Il se tourna, son visage poupin se fendant d'un rictus. « Ah, le jeune Alexandre. L'homme du scandale. On dit que vous avez été lavé de tout soupçon. Chanceux, hein ?» Sa voix suintait le sarcasme. Je hochai la tête, retenant l'envie de lui briser la gorge. Chanceux, oui. Mais la chance a un prix. Dites-moi, vos liens avec Pierre.
Ils étaient étroits, n'est-ce pas? Il pâlit légèrement, mais se reprit, me tapotant l'épaule comme un oncle bienveillant. Des rumeurs, mon garçon. Venez à mon bureau demain, on en discute. Le piège se refermait. Le lendemain, dans son antre lambrissé de l'Assemblée, entouré de drapeaux tricolores et de photos avec Macron, il tenta le chantage, j'ai des amis à la DGCCRF. Un mot de moi, et ton petit leak redevient un boomerang. Je souris, sortant mon atout, un enregistrement de Pierre, où Duval était nommé explicitement. Ou alors, murmurai-je, le monde titre sur le député et le scandale. Duval craqua comme un château de cartes. Il avoua tout, les pots de vin, les élections truquées, même un lien avec une affaire de corruption à l'OM, le club de foot marseillais. Mais au lieu de le dénoncer immédiatement, je pris une décision controversée, une qui me fit douter de ma propre humanité. Je lui proposai un marché, sa démission en échange de mon silence. Sauvez votre peau, et je vous laisse partir. Il accepta, tremblant, signant les papiers sous mon regard implacable. Était-ce miséricorde ou manipulation? En le libérant, je semais les graines d'une vengeance plus large, il deviendrait mon marionnettiste involontaire, fuyant tant d'autres requins de la politique. Cette alliance précaire me propulsa dans les hautes sphères. Paris, avec ses salons feutrés du Quai d'Orsay et ses dîners secrets aux caves de la Tour d'Argent, s'ouvrait à moi comme une huître empoisonnée. J'utilisais Duval pour approcher les grands, un sénateur impliqué dans les Panama Papers, une magistrate qui avait enterré l'enquête sur mon suicide. Chaque révélation était un pas de plus vers l'expiation, mais aussi vers l'abîme. Les nuits, je rêvais de ma mort, le couteau, le rire de Pierre, le silence d'Élise. Réveillé en sueur, je me versais un verre de Bordeaux, me demandant si la résurrection n'était pas une damnation. Sophie revint un soir d'automne, sous une pluie battante qui transformait les Champs-Élysées en miroirs brisés. Elle frappa à ma porte, trempée, les yeux rougis. Je ne peux pas t'oublier, Alex. Mais cette vengeance. Elle te consume. Nous fîmes l'amour cette nuit-là, un acte désespéré, corps entrelacés comme pour conjurer les fantômes. Au matin, elle murmura, arrête. Vis pour nous, pas pour eux. Ces mots étaient un baume, mais aussi un poison. Comment arrêter quand le twist familial au Pierre, mon demi-frère me rongeait? J'avais contacté la mère de Pierre, une ancienne maîtresse de père à Lyon, et appris la vérité, j'étais l'héritier légitime, lui le bâtard rejeté, motivé par une haine viscérale envers notre géniteur commun. Le climax approcha lors d'une confrontation finale à Fresnes, où Pierre purgeait sa peine. Je demandai une visite, le cœur serré par une curiosité morbide. La salle des parloirs, avec ses vitres blindées et ses gardes stoïques, puait la défaite. Pierre, amaigri, les traits tirés sous sa barbe hirsute, me toisa avec un sourire tordu. Frère, lança-t-il, la voix rauque. Tu as gagné. Père en tôle, Laurent brisé, Élise en fuite. Mais dis-moi, ça te soulage? Je pressai ma paume contre la vitre, sentant la colère remonter. C'était pour la justice. Pour ce que vous m'avez volé. Il rit, un son guttural. Justice? C'était de la jalousie, Alex. Père t'a toujours préféré. Moi, j'étais le secret sale. Alors j'ai pris ce qui était à toi, ta vie. Ces mots me frappèrent comme un uppercut. Dans un accès de rage, je renversai la table, hurlant des vérités que j'avais eues, le manuscrit que j'écrivais en secret, sur les trahisons familiales, inspirées par nos enfances croisées sans le savoir. Les gardes m'évacuèrent, mais pas avant que Pierre ne glisse, tue-moi, si tu oses. Ou vis avec ça, on est identique. Dehors, sous le ciel gris de banlieue, je vomis, la bile amère comme le remords. Cette rencontre catalysa le dénouement. Je décidai de clore le cercle, non par la violence, mais par la vérité publique. Mon manuscrit, achevé en une semaine de transe créative, fut publié sous pseudonyme chez Gallimard, Les Ombres du sang. Un roman à clé qui exposait tout sans nommer, mais assez pour que les élites tremblent. Le livre devint un best-seller controversé, accusé de diffamation, mais protégé par la fiction. Duval démissionna pour de bon, fuyant à Monaco, le sénateur fut arrêté pour d'autres fraudes. Pourtant, le Bic ACH rôdait. Élise réapparut, enceinte pour de vrai cette fois, suppliant asile dans un café du quartier latin. C'est le tien, Alex. Laisse-moi une chance. Ses yeux, autrefois séducteurs, étaient hantés par la fuite. Je la regardai, pesant le pardon contre la douleur.
Une décision controversée, je l'aidai financièrement, anonymement, mais refusai le rôle de père. Éduque-le loin de Paris, loin des ombres. Elle partit, larmes aux yeux, me laissant avec un vide plus grand. L'hiver 2020 à 2021 enveloppa Paris d'un manteau de neige rare, transformant la ville en un décor de film noir où les lumières de Noël clignotaient comme des mensonges festifs. Mon manuscrit avait fait de moi une célébrité maudite, des interviews au masque et la plume, des rumeurs sur mon passé trouble, des invitations à des cocktails où les puissants me sondaient du regard, cherchant la faille. J'avais gagné ma liberté, mais à quel prix? Les nuits étaient peuplées de cauchemars où Pierre, mon frère maudit, me poignardait encore, son visage se morphant en celui de père, puis en le mien. Sophie et moi tentâmes une vie normale, un fragile équilibre dans mon loft rénové du Marais. Elle avait repris son poste à la banque, promue pour son flair, dans l'affaire éclat où ironique nous rions ensemble, un rire teinté d'amertume. « Tu es un phénix, Alex », me disait-elle en enroulant ses doigts dans mes cheveux, nos corps enlacés sous les couvertures épaisses. Mais le phénix porte ses cendres, je sentais la vengeance couver, prête à renaître au moindre faux pas. Un appel anonyme brisa l'illusion, la voix d'Élise, chevrotante. « Il naît bientôt. Viens, s'il te plaît. C'est ton sang. » Je volai à Marseille, où elle s'était terrée dans un appartement modeste près du Vieux-Port, loin des néons parisiens. La mer Méditerranée clapait contre les quais, un rythme hypnotique qui apaisait ma tempête intérieure. Élise ouvrit la porte, énorme de son ventre, les traits tirés par la fatigue et la peur. « Je n'ai plus rien, Alex. » Tes dons ne suffisent pas, ses yeux imploraient, mais je vis le calcul derrière, une tentative de chantage final. Nous parlâmes des heures, revivant notre amour toxique, les nuits folles à Montmartre, les promesses brisées. « Tu m'as trahi en me sauvant », murmura-t-elle. « Non, tu t'es trahi toi-même. » Je payais pour une clinique privée, assisté à la naissance, un garçon, aux yeux verts comme les siens, mais avec ma mâchoire déterminée. Je le tins, minuscule et innocent, et pour la première fois, la rage s'effrita. « Appelle le Victor, dis-je. Pour la victoire. » Ou la leçon. De retour à Paris, ce paternisme naissant me transforma. Je commençai à écrire un second livre, non de vengeance, mais d'introspection, écho de la scène, un récit sur le pardon impossible. Mais le passé n'est pas un livre qu'on ferme, il est une rivière qui emporte tout. Laurent, libéré sous caution pour bonne conduite, tenta un coup bas, une plainte pour diffamation contre mon manuscrit. Son avocat, un requin du barreau, me convoqua à une médiation au tribunal de Paris, une salle austère au lambris craquelé. « Votre cousin est ruiné, monsieur », susurra-t-il. « Retirez le livre, où il révèle vos manipulations. » Laurent entra, voûté mais vindicatif, son costume froissé comme son orgueil. « Tu as détruit notre lignée, Alex. Père en prison pour tes mensonges. » Je le fixai, voyant non l'ennemi, mais un miroir déformant, un homme brisé par la même cupidité familiale. Notre lignée? C'était du poison dès le départ. La médiation tourna au vinaigre, il m'agressa verbalement, évoquant des secrets enfouis, une affaire de famille datant des années 80, un suicide réel de notre grand-oncle, couvert par père pour sauver les apparences. « Tu es comme lui », cracha Laurent. Un monstre en costume. Cette révélation confirmée par des archives jaunies au greffe raviva la flamme. Le grand-oncle, un banquier ruiné par des spéculations, s'était pendu dans la villa de Neuilly, et père avait maquillé ça en accident pour protéger l'héritage. Le cycle des trahisons remontait à des générations, un legs maudit que j'avais perpétué. Furieux, je retirai la plainte contre Laurent, mais pas sans contre-attaque, je fuis ses propres fraudes notariales à la presse, des testaments falsifiés pour des veuves aisées. Il fut radié du barreau, exilé à la campagne normande, un fantôme de lui-même. Sophie, témoin de cela, craqua. « C'est sans fin, Alex. Tu les détruis tous, et toi avec. » Notre dispute éclata un soir de printemps, sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg. « La vengeance n'est pas justice, c'est addiction, » hurla-t-elle, larmes coulant. Je la suppliai de rester, mais elle partit pour Lyon, chez sa sœur, emportant nos rêves inachevés. Seul, je déambulais dans les jardins, les statues de Verlaine me toisant comme des juges muets. Paris, ma complice et ma geôlière, semblaient se resserrer autour de moi. Le vrai climax survint lors d'une évasion improbable, Pierre s'évada de Fresnes avec l'aide d'un gardien corrompu à un écho à Duval. Les sirènes hurlèrent dans la nuit, un manin national qui fit les unes de BFM.
Je reçus un texto anonyme, rendez-vous au Pont des Arts. Seul. Ton frère. Le cœur battant, je m'y rendis, la scène en contrebas murmurant ses secrets. Pierre émergea de l'ombre, hagard, un couteau à la main, le même. Finissons ça, frangin. Père nous a maudits tous les deux. La confrontation fut un balai mortel. Il bondit, l'âme brandie, mais je l'esquivai, entraîné par des mois de boxe clandestine dans un gym du 18e. Nous luttâmes sur les planches du pont, cadenas d'amour arrachés sous nos pieds, témoins muets de passion brisée. Pourquoi, grognai-je, le plaquant contre la rambarde? Pour être vu. Pour que père regrette, hurla-t-il, son souffle chaud contre mon visage. Dans un instant de clarté, je vis non le monstre, mais l'enfant abandonné. Je lâchai prise, il trébucha, mais se rattrapa, les yeux fous. Tue-moi, implora-t-il. Au lieu de cela, je l'assommai d'un coup, appelant les flics. Pas comme ça, Pierre. Pas par moi. Il fut recapturé, sa fuite un barreau d'honneur futile. Dans sa cellule, il m'écrivit « Merci, frère. » pour avoir brisé le cycle. Père mourut en prison d'une crise cardiaque, seul, son dernier mot un murmure pour moi, pardonne. L'été 2021 apporta une chaleur étouffante à Paris, transformant l'asphalte en fournaise et les esprits en brasier. Mon second livre, Écho de la Seine, fut publié dans un silence relatif, pas de scandale, juste des critiques tièdes sur sa mélancolie introspective. J'étais passé de vengeur à ermite, hanté par les échos de mes actes. Victor, mon fils distant, grandissait à Marseille sous la garde d'Élise, des photos occasionnelles arrivant par mail, un bambin aux boucles sombres, riant sur la plage du Prado. Il demande après son papa, écrivait-elle. Papa? Le mot me brûlait comme de l'acide. Je repris contact avec Sophie, un appel hésitant depuis un café du Palais Royal. J'ai arrêté, sauf. Le livre, c'est ma catharsis. Sa voix, douce mais prudente, trahit le doute, vraiment? Ou juste une pause? Nous nous revîmes à Lyon, dans un bistrot lyonnais aux murs tapissés de saucisses et de fromage, l'air chargé d'absinthe et de regrets. Elle était plus belle que jamais, les traits affinés par l'indépendance. J'ai rencontré quelqu'un, avoua-t-elle après le dessert. Un coup au plexus. Il est stable, Alex. Pas comme. Elle n'acheva pas, mais je compris, pas comme le ressuscité obsédé par les morts. Pourtant, elle resta mon encre. Nous correspondîmes, des lettres manuscrites envoyées via la poste, un rituel ancien dans un monde de pixels. Écrit pour vivre, pas pour haïr, conseillait-elle. Inspiré, je m'attelai à un troisième projet, une enquête journalistique sur les cycles de corruption en France, masquée en fiction. Mais le passé, tenace, refit surface. Duval, depuis son exil monégasque, m'approcha via un intermédiaire, j'ai des infos sur ton grand-oncle. Un secret qui pourrait te racheter. Curiosité ou masochisme? Je volais à Monaco, la côte d'Azur scintillant comme un mirage. Duval m'attendait dans un casino feutré, jetons cliquetant comme des mensonges. Ton grand-oncle n'était pas suicidé, murmura-t-il, un cigare aux lèvres. Empoisonné par ton arrière-grand-père, pour l'héritage. Le couteau de Pierre? C'était dans la famille depuis des générations. Il me montra des documents jaunis, un rapport d'autopsie falsifié, des lettres codées évoquant un accident orchestré. Le cycle n'était pas brisé, il était éternel, une malédiction sanguine. Utilise ça pour ton livre, ricana Duval. Ou brûle-le. Ton choix. Je brûlai les papiers dans une cheminée d'hôtel, les flammes dansant comme des démons apaisés. Ce geste fut libérateur, refuser le legs toxique. De retour à Paris, je confrontai les ruines familiales restantes. Laurent, désormais clochardisé à Rouen, mendiait près de la cathédrale. Je lui tendis un chèque modeste, sans un mot. Ses yeux, voilés par l'alcool, s'embuèrent, pourquoi? Pour clore le chapitre. Il hocha la tête, un fantôme pardonné. Élise et Victor vinrent en visite, un week-end pluvieux d'octobre. L'appartement du Marais, avec ses poutres apparentes et ses livres empilés, devint un havre temporaire. Victor trottina vers moi, bras tendu, papa. Le mot me terrassa. Nous jouâmes au Lego sur le tapis, Élise observant de loin, un mélange de gratitude et de résignation. Merci de ne pas nous haïr, murmura-t-elle ce soir-là, après avoir couché l'enfant. La haine m'a presque tué 2 fois. Plus maintenant.
mais la tension persista, un fil tendu prêt à rompre. Une nuit, alors que Victor dormait, Élise confessa, Pierre m'a contacté avant sa recaptation. Il voulait te dire qu'il regrettait. Pierre, mon frère, regrettant. Le lendemain, je visitais Fresnes une dernière fois. Il était là, brisé mais serein, lisant Camus dans sa cellule. Frère, dit-il simplement. Le livre. Il m'a fait réfléchir. On était des pions. Nous parlâmes des heures, non de haine, mais de guérison, nos enfances volées, les ombres de père. Au départ, il serra ma main contre la vitre, vie pour nous deux. Ce pardon fragile fut mon twist final, un retournement non dramatique mais profond. La vengeance, je le compris, n'était pas destruction, mais reconstruction. Je contactai Sophie, l'invitant à Paris pour un dîner autour d'argent, vue imprenable sur Notre-Dame en reconstruction. Reviens, implorai-je. Pas comme avant, mais mieux. Elle hésita, puis sourit au téléphone, peut-être. Si tu promets la paix. L'automne 2021 céda la place à un hiver doux, Paris enveloppé d'un brouillard qui adoucissait les angles de ses monuments, comme pour pardonner ses péchés. Mon troisième livre, Cycle brisé, paru chez un éditeur indépendant, un pamphlet voilé sur les dynasties corrompues de la finance française. Pas de best-seller, mais un impact discret, des débats à l'Académie française, des résignations silencieuses dans les conseils d'administration. J'étais devenu un moraliste malgré moi, un chroniqueur des ombres que j'avais autrefois invoquées. Victor s'installa avec Élise à mi-temps, un arrangement précaire mais tendre. Les week-ends, nous explorions la ville, promenade au jardin des Tuileries, glace chez Bertillon, conte sur les bancs près du Louvre. Papa, pourquoi Paris est triste parfois, demanda-t-il un jour, pointant les gargouilles de Notre-Dame. Parce qu'elle a beaucoup d'histoire, mon cœur. Mais aussi beaucoup d'amour. Élise, réinventée comme galeriste dans le 6e, observait avec une distance respectueuse. Nous n'étions plus amants, mais alliés dans l'éducation de ce petit être qui effaçait nos cicatrices. Sophie revint pour de bon au printemps 2022, un retour marqué par une pluie fine qui lava les rues. Notre dîner autour d'argent scella le pacte, un anneau simple échangé sous les étoiles, promesse de normalité reconquise. Pas de fantômes, murmura-t-elle en m'embrassant. Seulement nous. Notre mariage fut discret, une cérémonie civile à la mairie du 4e, suivie d'un brunch au marché des Enfants Rouges. Paris applaudit en silence, ses bistrots nous accueillant comme des habitués. Pourtant, le bic ACH ne s'effaça pas entièrement. Père, avant sa mort, avait légué une lettre finale, lue par un notaire, Alexandre, j'ai été un lâche. Mais toi, sois meilleur. Pour le sang que nous partageons. Je la rangeai dans un tiroir, un talisman plutôt qu'une chaîne. Pierre, gracié partiellement pour bonne conduite, fut transféré à une prison ouverte près de Reims. Nous nous vîmes sporadiquement, des visites qui viraient à des thés philosophiques sur l'absurde camusien. La résurrection, c'est pas le retour, dit-il un jour. C'est le choix de ne pas recommencer. Laurent réapparut, sobre et repentant, proposant une réconciliation familiale amputée. Nous dînâmes chez Lippe, ironiquement, plat de choucroute fumant comme un cessez-le-feu. J'ai tout perdu, mais gagné la vérité, avoua-t-il. Je hochai la tête, toast levé, à de nouveaux cycles. Ma vengeance, cette bête que j'avais nourrie, s'apaisa en une sagesse amère. Paris, avec ses révolutions contenues et ses passions feutrées, m'avait enseigné que la trahison n'est pas unique, elle est humaine. Dans mon dernier chapitre, j'écrivis pour Victor, un conte sur un garçon ressuscité qui choisit l'amour sur la lame. Et quand Sophie posa sa tête sur mon épaule, regardant la scène couler, je sus, la fin n'était pas bic ACH, mais renaissance. Une victoire discrète, dans la ville des lumières éternelles.